As-tu déjà ressenti que certaines personnes dans ta vie t'élèvent tandis que d'autres te freinent? Et si le secret d'une vie réussie et d'une entreprise qui explose n'était pas où tu veux aller, mais plutôt avec qui tu fais le voyage? Dans son livre Good to Great, Jim Collins partage un concept puissant. Avant de choisir quoi faire, choisis avec qui tu vas le faire. Les leaders qui transforment une entreprise ne commencent pas par définir une vision grandiose. Non, ils commencent par une question simple mais radicale. Qui monte dans le bus et qui en descend? Car avec les bonnes personnes, les problèmes trouvent leur solution. Avec les mauvaises, même la meilleure stratégie échoue. Aujourd'hui, je te propose qu'on plonge dans ce principe et surtout dans comment l'appliquer dans ta propre vie. Car s'entourer des bonnes personnes, ce n'est pas juste une clé du succès en business, c'est aussi la clé d'une vie épanouie. Le concept de « d'abord qui » est une idée simple à comprendre, mais très difficile à implémenter dans la réalité, dit Jim Collins. Il continue en citant l'exemple de David Maxwell, CEO de Fannie Mae. Combien de CEO ont la discipline de David Maxwell, qui s'est retenu de développer une stratégie tant qu'il n'avait pas les bonnes personnes, et ce, alors que l'entreprise perdait 1 million de dollars chaque jour avec 56 milliards de dettes. Quand Maxwell est devenu CEO, le conseil voulait désespérément savoir comment il allait sauver la boîte. Mais malgré l'immense pression d'agir de manière dramatique, de saisir le volant et de faire une manœuvre, Maxwell s'est concentré sur enrôler les bonnes personnes. Sa première action était de passer un entretien avec tous les bureaux. Il les a assis et leur a dit « Écoutez, ça ne va pas être une partie de plaisir. Je veux que vous réfléchissiez bien à ce que ça va vous demander. Et si vous pensez que vous n'allez pas aimer cette nouvelle étape, leur dit-il, alors c'est aussi ok. Personne ne va vous détester si vous partez. » Un exécutif qui avait tout quitté pour rejoindre Fannie Mae est venu parler à Maxwell et lui a dit « Je vous ai bien écouté et je ne veux pas continuer. » En tout, 14 des 26 exécutifs ont quitté la boîte et ont été remplacés par des esprits brillants. On avait un dicton à Fannie Mae, raconte un des exécutifs. Vous ne pouvez pas faire semblant. Soit vous connaissez votre sauce, soit vous ne la connaissez pas. Et si vous ne saviez pas ce que vous faisiez, continue-t-il, alors vous pouviez être sûr d'être éjecté. Les exécutifs qui ont initié la transformation de leur entreprise de bonne à excellente n'ont pas commencé par se demander où va le bus, c'est-à-dire définir la direction et la vision de l'entreprise. Ils ont commencé à se demander qui va-t-on faire monter dans le bus et qui on veut faire sortir du bus. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par trouver les bonnes personnes et quand c'est nécessaire, faire partir les mauvaises personnes. Avoir une direction avec les mauvaises personnes dans votre vie est inutile, dit Jim Collins. Procéder dans cet ordre règle le problème de garder ou de trouver des gens motivés. Les bonnes personnes sont automotivées et autodisciplinées, là où les mauvaises personnes doivent être micro-managées. Les bonnes personnes sont là parce qu'elles veulent faire partie de l'équipe et donc ça ne pose pas de problème si le bus change de direction. Mais alors, comment être rigoureux pour trouver les bonnes personnes, que ce soit dans le business, mais aussi dans ta vie personnelle, parce qu'au final, c'est le même principe. Si tu t'entoures des bonnes personnes dans ta vie personnelle, tu auras une vie de bien meilleure qualité. Trouver la bonne personne pour un projet de business ou un projet de construction de famille ou de vie commune n'est pas facile. Comment tu sais quand tu as trouvé la bonne personne ? Tu le sais parce que la majorité des problèmes que tu essayais de micromanager avec la mauvaise personne disparaissent tout seuls quand tu trouves la bonne paire. Dans le doute, nous dit Jim Collins, continue de chercher. Pas de compromis. Et quand tu sens qu'il faut changer, agis. Et là je cite, « Les meilleures personnes n'ont pas besoin d'être managées de près. Guidées, formées, l'idée, oui, mais pas managées. » Et puis il y a aussi le facteur de démotivation des bonnes personnes, dans une équipe notamment. Ça démotive les meilleurs de voir des gens dans l'équipe ne pas se fouler. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de recruter les bonnes personnes, parce que si tu recrutes les mauvaises, tu vas vite démotiver les bonnes personnes dans ton entreprise. Si tu en as un qui fait 90% du travail pendant que l'autre se prélasse, la personne qui travaille le plus, qui serait motivée si elle était entourée d'une équipe performante,
bah, elle va vite en avoir ras-le-bol en fait. Jim Collins, à un moment, nous dit de faire attention aussi parce que parfois, tu as la bonne personne, mais c'est juste la mauvaise position dans laquelle elle est. Donc ça peut valoir de changer la personne de place. Et pareil pour toi, si tu es dans une entreprise qui te parle mais que tu sens que le rôle ne te correspond pas, ça peut valoir de chercher un autre rôle parce que bien souvent tu passes tellement de temps à comprendre les nuances, comprendre le marché dans lequel l'entreprise est, comprendre le contexte, que de tout changer du jour au lendemain, ce serait dommage s'il y avait une place qui pourrait mieux te correspondre. Ensuite, Jim Collins nous donne un framework assez sympa pour comment savoir s'il est temps de se séparer d'un associé. Parce que souvent, que ce soit avec une personne dans la vie ou alors un collègue, bon, moi je suis pas patron, je recrute pas des gens, donc ça me concerne pas encore. Mais peut-être qu'un jour ça me concernera. Mais si toi tu travailles avec des partenaires ou même tout ça, ça vaut dans la vie perso aussi, hein, avec les amis, les partenaires romantiques, etc. Bah, quand tu es engagé avec une certaine personne, même si ça fait un moment, et même si tu es plus satisfait, bah, c'est compliqué de couper les liens parce que c'est ce biais d'engagement quelque part. C'est-à-dire que tu as passé du temps, tu as investi dans cette personne et donc c'est douloureux d'imaginer ne serait-ce que le fait que bah ouais, faudrait couper. Et donc dans ce cas-là, c'est bien d'avoir une heuristique à laquelle se référer. Et Jim Collins, il propose 2 questions. La première, c'est de se poser la question si c'était une décision de recrutement et non de est-ce que je dois la virer maintenant, est-ce que tu la recruterais? Donc, pour un patron, on peut assez rapidement voir comment ça fait sens. C'est-à-dire que s'il y a un employé qui est là depuis, mettons, 1 an et que vraiment il fait du travail médiocre ou vraiment très moyen et que le patron a envie de le virer mais qui se dit oh, c'est chiant, j'ai investi tellement d'argent avec lui, et puis peut-être qu'il y a des affinités aussi personnelles, tu vois, c'est pas parce que la personne performe pas au mieux dans son travail que c'est une mauvaise personne en soi, tu peux avoir des affinités, mais bon, pour le bien de l'entreprise, il faut prendre la décision. Et du coup, la meilleure question à se poser dans ce cas-là, c'est si je me sors de ce contexte où je connais la personne depuis 1 an, on est peut-être bons potes, etc., mais que je me pose la question, ok, imaginons que j'ai à nouveau cette personne, sachant ce que je sais de cette personne, imaginons que je l'ai à nouveau dans un recrutement, est-ce que je la recrute? Et ça permet vraiment de se libérer de ce fardeau du biais d'engagement. Et la deuxième question à se poser, qui permet de répondre à cette question de est-ce que c'est le bon moment de se séparer, c'est si cette personne te dit qu'elle a trouvé une autre opportunité dans une autre entreprise, est-ce que tu te sentirais soulagé ou est-ce que tu te sentirais embêté ou ennuyé parce que tu aurais envie de la garder? La réponse de ces 2 questions peuvent déjà bien t'indiquer la direction dans laquelle il faudrait que tu ailles. Pour bien illustrer ce concept, j'ai envie de te raconter une histoire personnelle, parce que j'ai envie de faire ça dans chaque podcast maintenant, histoire de rendre un peu plus pratique et vrai tout ce concept de d'abord qui, ensuite quoi. Et je voudrais te raconter mon histoire un peu de travail de ces dernières années. Aujourd'hui, je travaille dans une super boîte avec une super équipe. Vraiment, je me sens épanoui. On est tous motivés. Récemment, on est allé au ski tous ensemble cette saison. Plus récemment, avec mon collègue le plus proche, je suis allé à un séminaire sur le marketing à Vilnius. Donc vraiment, tout se passe super bien aujourd'hui. Et je suis très heureux de là où je suis. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. En 2021, je travaillais tout seul comme freelance copywriter. Donc, je travaillais à distance. Et je travaillais pour un client avec lequel toutes les semaines n'étaient pas vraiment faciles. Et c'était pas uniquement de sa faute, hein, c'était aussi par manque d'expérience de mon côté. Mais je vais donner un exemple. Un jour, juste avant un lancement de produit, parce que on travaillait c'était une thématique de développement personnel. Donc j'écrivais c'était mi-développement personnel, mi-marketing, création de business, etc. Et moi, je m'occupais d'écrire ces emails. Et un jour, juste avant le lancement de produit, le client me contacte et il me dit qu'il faut réécrire toute la page de vente parce qu'il n'était pas satisfait du taux de conversion, tu vois. Et mais il y avait aussi des préférences personnelles. Et du coup, j'ai passé toute la journée, je me souviens, à Lisbonne, à écrire dans une boulangerie. À l'époque, je me levais le matin à 7h.
À 8h, j'arrivais à la boulangerie, j'écrivais jusqu'à midi, et ensuite l'après-midi, je faisais quelques tâches administratives. Et là, il m'avait écrit, c'était le week-end, et je voulais aller au surf. J'ai dû annuler le surf, et je suis allé comme ça m'asseoir à la boulangerie, et j'ai travaillé toute la journée. À nouveau, c'est aussi de ma faute, tu vois, j'aurais dû savoir mettre des barrières, mais c'est ce qui s'est passé à l'époque. Et bon, tu comprends que j'étais très stressé, c'était vraiment une période tendue pour moi, je dormais mal, on avait beaucoup de meetings aussi que je trouvais très peu productifs. Bref, je planifiais ma sortie. Tu vois, inutile de préciser que vraiment je me sentais pas bien. En plus, je sentais à commencer vraiment je commençais à sentir les conséquences physiques sur mon corps. J'avais mal au dos, etc. Et donc je planifiais ma sortie. Et donc j'ai commencé à passer des entretiens en fait, à démarcher d'autres personnes, notamment toujours des personnes dans la thématique du développement personnel en France, notamment des personnes assez connues. Mais le truc, c'est que j'étais tellement méfiant, donc j'ai eu plusieurs entretiens, mais j'étais tellement méfiant envers les équipes et du fait de mon expérience avec ce client que ça tournait à la paranoïa en fait. Et à chaque fois, dans les entretiens, notamment une fois où j'ai postulé pour travailler comme lead copywriter pour cette personne dont je te parlais dans le dev perso, je passe les premières épreuves tranquilles. Je crois qu'ils avaient demandé d'écrire un exemple de page de vente, quelques emails, donc j'avais fait ça. Ils avaient beaucoup aimé mon travail, tu vois. Je passe les premières épreuves, on arrive à l'entretien, ils me disent même qu'ils étaient impressionnés par ma page de vente. Mais le truc, c'est que j'étais tellement parano sur l'invasivité de mon client précédent que je me suis mis à leur poser des questions étranges, en fait. Et je leur ai demandé des trucs, mais du style, combien de meetings est-ce que vous avez par semaine ? Est-ce que vous vous organisez bien ? À quelle fréquence il faut répondre sur Slack ? Tu vois, à quel point est-ce qu'il faut être réactif, etc. Et toute cette méfiance de ma part, en fait, les a rendus super méfiants à leur tour. Et je comprends, en fait, parce que les gars, ils ont dû se dire, mais c'est qui ce gars ? En fait, quand je me mets de leur côté, ils ont dû se dire, mais c'est quoi ce mec ? Il veut pas de meeting. En fait, le gars, il veut pas nous voir, il veut pas bosser avec nous. Ça va être une horreur de bosser avec lui, tu vois. Et du coup, ils ont rejeté ma candidature. Et avec du recul, je pense qu'ils ont vraiment bien fait, parce que je pense que j'aurais vraiment pas été un bon asset dans leur entreprise à ce moment-là, du fait de où j'étais mentalement, personnellement, etc. Et donc, ils ont rejeté ma candidature. Et bon, heureusement, je suis sorti de cette phase. J'ai arrêté de travailler aussi avec mon client. J'ai eu un moment pour prendre un petit peu de recul, me relaxer, faire le bilan, entre guillemets. Et après ça, j'ai décidé aussi bien sûr de recommencer à travailler. Et que j'arrêtais le freelance, que j'allais commencer à travailler pour une entreprise, parce que j'avais vraiment besoin de ça. Et surtout, que j'allais devenir vraiment super exigeant. Et donc là, on arrive à ce concept de d'abord qui, quant à avec qui je voulais travailler à l'avenir. Parce que souvent, tu vois, quand il s'agit dans le domaine du freelance, c'est un peu plus connu. On te dit beaucoup plus souvent, choisis tes clients, tu vois, sélectionne tes clients, etc. Mais quand on parle de trouver un job classique dans une entreprise, très peu de fois on en parle, alors que c'est tout aussi important de vraiment recruter toi-même ton boss, en fait. C'était Lee Iacocca dans sa biographie, « Choose a boss, not a job ». Choisis un boss, pas un job. Et je pense que le lien se fait très bien avec ce concept-là. Et donc voilà, et donc j'ai postulé pendant quelques mois, j'ai eu un entretien, et finalement j'ai décroché ce travail où dans cette entreprise où je travaille actuellement, j'ai commencé au support client pendant 2 ans, et puis l'année dernière, j'ai fait la transition dans le marketing, et tout se passe super bien, j'ai des super collègues, j'ai un emploi du temps vraiment que je peux gérer par moi-même, je suis responsable de mon travail, et vraiment je me sens bien. Donc tout ça pour dire que tout ça, pas trop c'est pas uniquement pour te raconter ma life, mais c'est juste pour te dire que ce concept-là, en fait, il est vraiment central, parce que j'ai l'impression qu'en début de carrière ou quand on est jeune, on pense que le plus important, c'est le quoi, c'est-à-dire c'est le job, c'est le rôle, c'est le contenu des journées. Mais plus tu avances en âge, plus tu te rends compte, en tout cas moi, que la qualité des relations et des gens que tu as autour de toi sont d'autant plus importantes, en fait. Et donc Jim Collins nous dit il y a une dernière partie qui nous
Une dernière phrase que je vais citer de son côté, c'est celle du lien entre le concept de d'abord qui et ensuite quoi, et celui d'avoir une super vie. Une vie équilibrée est grandement facilitée par avoir les bonnes personnes autour de soi. Si nous ne passons pas la vaste majorité de notre temps avec des personnes qu'on aime et respecte, il est presque impossible d'avoir une bonne vie. Le corollaire, c'est que si on le fait, alors on est presque assuré d'avoir une super vie, peu importe où le bus nous emmène. Ok, donc je te propose qu'on fasse un petit résumé et qu'on voit comment appliquer ça concrètement maintenant. Qu'est-ce que tu peux retirer aujourd'hui comme action à appliquer dans ta vie pour commencer à mieux sélectionner avec qui tu passes du temps, que ce soit au travail ou dans ta vie perso, et du coup augmenter aussi radicalement ta qualité de vie. Que ce soit un business, un choix de partenaire, un voyage à plusieurs, le avec qui est plus important que ce que vous allez faire. Quand tu réalises pleinement ça, tu changes de focus. La phrase qui m'a particulièrement marqué dans ce bouquin de Jim Collins, dans ce chapitre, c'est « Avec les personnes dans le bus, avec les bonnes personnes dans le bus, les complications et les problèmes se chargent d'eux-mêmes. » Autrement dit, avoir les bonnes personnes autour de soi, être dans la bonne entreprise, être dans la bonne équipe et le bon environnement, c'est 90% du travail de ton bien-être qui est déjà fait. Et c'est pour ça que c'est super important de ne pas faire de compromis. Ne sois pas satisfait avec des relations à moitié, où il n'y a pas vraiment de match. Ne sois pas satisfait avec juste une entreprise ou juste un travail. Toi aussi, tu peux avoir des hauts standards de qualité. Parce que je peux t'assurer que les entreprises pour lesquelles tu postules, si c'est des bonnes entreprises, elles ont des hauts standards de qualité. Peut-être pas au début, parfois il faut faire avec ce qu'on a, surtout quand il s'agit de gagner de l'argent, quand tu es dans une peut-être phase de transition dans ton travail, que tu changes d'entreprise. C'est pour ça qu'idéalement c'est bien d'avoir une petite réserve pour te permettre de ne pas avoir besoin de sauter sur la première occasion et de vraiment te donner le luxe de choisir. Mais même si tu es obligé de choisir un premier boulot, dans un premier temps, c'est important de vraiment bien garder ses principes en tête, de pas oublier que ça c'est peut-être juste que transitoire, c'est juste pour me mettre à l'abri le temps que la tempête passe, et ensuite je me mets vraiment en quête d'une entreprise ou d'une équipe avec laquelle je vais pouvoir travailler. Je te renvoie aussi vers l'épisode sur Paul Graham qui parle d'avoir des collègues remarquables, des collègues de haute qualité. Il y a beaucoup de personnes qu'on a vues dans les épisodes de podcast précédents qui parlent de ça, de bien s'entourer. Aussi, l'IA Coca, quand il a repris les rênes de Chrysler, c'est une des premières choses qu'il a fait, c'est qu'il a rappelé tous ses anciens potes exécutifs de Ford, il les a ramenés chez Chrysler et il a constitué une équipe un peu de bravado, quoi. Donc, quelle est la chose concrète que tu peux faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu peux retirer concrètement de ce podcast ? S'il y avait une chose que je te conseillerais de faire, ou que tu pourrais faire aujourd'hui, c'est de prendre une relation que peut-être dernièrement tu questionnes, que ce soit dans ton travail ou dans ta vie perso, et de te demander si c'était une décision de démarrage de notre relation et pas une décision de couper. Est-ce que je m'engagerais ou est-ce que j'attendrais avant de trouver quelqu'un de mieux ? Et avec ces derniers mots, je te propose qu'on passe à la conclusion du podcast et quelques news. Ok, donc petit clap de fin. T'as remarqué que ce podcast est un peu différent. C'est parce que j'ai choisi de tester une nouvelle approche. Au lieu de faire un gros podcast à chaque fois où je termine un livre, et ça me prend du temps parce que à chaque livre que j'ai résumé, je le résume à la main. Ensuite, souvent, je le traduis de l'anglais. J'utilise l'IA pour la traduction. Bref, ça prend un temps vraiment faramineux et à chaque fois, c'est une sorte de marathon. Chaque podcast, c'est vraiment un gros projet. Et j'ai décidé que je vais plutôt réorienter la valeur du podcast parce que quand j'y réfléchis, l'unité de valeur du podcast, c'est pas tant la biographie ou le livre en soi. Je veux dire, le livre, tu peux le bouquiner toi-même, tu peux t'acheter l'audiobook sur Amazon. Mais l'unité de valeur, c'est plutôt les grandes idées qui sont contenues dans le livre. Et moi, je veux pas juste être quelqu'un je veux plus en tout cas, juste être quelqu'un qui résume des bouquins. Moi, ce que je veux, c'est transmettre des grandes idées que j'ai appris dans les bouquins, que j'ai implémentées dans ma vie, professionnelle ou personnelle, et que je considère qui ont le pouvoir d'opérer un impact positif dans la vie de ceux qui les appliquent. Et donc, c'est pourquoi j'ai décidé de tester, de faire des podcasts plus courts, et plus fréquemment aussi.
Donc c'est pour ça, là cet épisode il est beaucoup plus court que d'habitude. On continuera sans doute à faire des épisodes sur un bouquin entier, mais je vais pas juste me limiter à ça. Je vais faire entre-temps, déjà de une, je me force plus à terminer des bouquins. C'est-à-dire si je commence un bouquin et que voilà, à la moitié je me rends compte que ça vaut pas le coup, je vais pas faire un épisode dessus. Mais si par contre il y a une grande idée dans le bouquin que je trouve intéressante, je vais faire un épisode dessus. Donc voilà un peu pour les news du podcast. Et aussi, si tu aimes ce podcast, tu vas sûrement aimer ce qui se passe du côté de la Sundays Newsletter. La Sundays Newsletter, c'est pour les apprentis perpétuels. C'est pour ceux qui ont soif de transformation puissante dans leur vie pro, spirituelle et perso. C'est un email que j'envoie tous les dimanches soirs où je partage une grande idée inédite que tu ne trouveras pas encore dans les épisodes du podcast. Si tu veux rejoindre notre petit cercle d'apprentis perpétuels, de passionnés de croissance personnelle et recevoir les emails tous les dimanches soirs pour bien démarrer ta semaine et ne pas rater le prochain envoi, suis le lien qui se trouve dans la description du podcast. Si tu l'écoutes sur YouTube, c'est dans la description YouTube. Si tu l'écoutes sur Spotify, c'est dans la description du podcast. Ou sinon, tu peux aller sur egonliberge.com et tu trouveras la newsletter. Elle est assez facile à trouver dans la navigation. Sur ce, je te laisse. Je te remercie pour ton attention durant cet épisode et je te retrouve d'ici 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao, ciao.